Montage et contrôle de fonctionnement des diodes LED. 3. Vérification du montage. Vous allez maintenant effectuer une série de contrôles vous permettant de vérifier l'exactitude du montage réalisé jusqu'à présent. Vous pourrez ainsi procéder en toute sécurité aux exercices qui vont suivre. 3.1 Contrôle hors tension. Disposez votre contrôleur en ohmmètre sur le calibre Omix 1000. Mettez les pointes de touche en contact avec les deux pinces crocodiles aux extrémités des fils souples rouges et noirs d'alimentation. L'appareil doit indiquer une valeur infinie. Si la valeur de résistance mesurée est nulle, aiguille à pleine échelle, cela indique la présence d'un court-circuit. Dans cette éventualité, vous devrez revérifier attentivement toutes les soudures effectuées pour localiser l'endroit du contact indésirable, ensuite éliminer le court-circuit en utilisant si nécessaire le fer à souder et la tresse à dessouder. En gardant l'une des pointes de touche en contact avec la pince crocodile du fil souple rouge, touchez avec l'autre pointe l'un puis l'autre des deux contacts repérés par le signe plus, comme illustré dans la figure 20. Dans les deux cas, le contrôleur doit indiquer une résistance nulle. Si la résistance s'avère infinie, l'aiguille reste à gauche. Vérifiez la soudure des broches des deux connecteurs et celle du fil souple rouge sur la bande de cuivre plus B. Reliez l'une des deux pointes de touche à la pince crocodile du fil souple noir et mettez l'autre en contact avec chacun des deux contacts repérés par le signe moins. Dans les deux cas, la valeur mesurée doit être nulle. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier les soudures des broches des deux connecteurs et du fil souple noir sur la bande de cuivre -B. 3.2 Contrôle sous tension. Assurez-vous tout d'abord de l'absence de tout morceau de métal sous le circuit imprimé, celui-ci pouvant provoquer un court-circuit accidentel. Si les lames de la pile ne sont pas accessibles, enlevez la bande de garantie en papier. Reliez la pince du fil noir d'alimentation à la lame, moins, de la pile, la plus longue, et la pince du fil rouge à la lame, plus. Préparez le contrôleur pour la mesure en volts cc, tension continue, calibre 10 et en respectant les polarités du contrôleur, mettez les pointes de touche en contact avec les deux broches plus et moins comme illustré clairement dans la figure 21. L'appareil doit indiquer une tension comprise entre 4,4 et 4,8 volts. Vous devez également trouver la même tension présente sur les deux autres contacts, plus et moins. Si la tension mesurée est inférieure, voire nulle, sur les deux points de mesure, débranchez la pile et vérifiez la tension entre les deux lames, plus et moins. Elle doit être comprise entre 4,4 et 4,8 volts. Après cette vérification, si la pile délivre la tension normale, on orientera les recherches vers la présence d'une soudure froide qu'il conviendra de refaire sur les broches plus et moins de l'un ou de l'autre connecteur. En gardant la pointe de touche du contrôleur en contact avec la pince du fil souple noir, testez avec la pointe de touche du pôle positif, l'une après l'autre, les bornes inférieures, en regardant le circuit imprimé à l'endroit des 8 résistances de 220 ohms comme illustré dans la figure 22. Sur chacune des 8 résistances, vous devez trouver la tension de la pile. Dans le cas contraire, il convient de vérifier à l'ohmmètre la valeur de la résistance sur laquelle la tension n'est pas correcte ainsi que les soudures à ces bornes. En dernier lieu, vérifiez aussi la continuité de la piste reliant la résistance en question à la bande de cuivre plus B de l'alimentation en vous servant de l'ohmmètre.
En général, pour vérifier avec certitude de la continuité des pistes d'un circuit imprimé et pour s'assurer qu'aucun contact indésirable ne subsiste entre les pistes ou pastilles, il suffit d'observer par transparence le circuit imprimé du côté des pistes en éclairant l'autre côté à l'aide d'une lampe, ce qui n'est pas possible dans certains cas, la sérigraphie ayant rendu la carte opaque. Nous vous conseillons toutefois d'observer la carte côté circuit faute de mieux. 4. Montage et contrôle de fonctionnement des diodes LED. Vous allez maintenant mettre en place les diodes LED et effectuer quelques mesures sur ces diodes. Les LED sont des diodes émettant de la lumière lorsqu'elles sont polarisées dans le sens passant ou direct. L'anode doit être positive par rapport à la cathode. Un examen complet et détaillé de la diode sera dans une leçon intitulée Technologie 1. Sur le simulateur, les diodes LED sont utilisées comme indicateurs de niveau logique. Commandées par un circuit d'adaptation, elles permettent de distinguer l'un des deux états binaires, soit niveau haut, présence de tension, LED éclairé correspondant à l'état binaire 1, niveau bas, absence de tension, LED éteinte égale état binaire 0. Avant de procéder au montage des LED, il est bon de les vérifier. Pour cela, il suffit de mettre le contrôleur sur la position ohm-mètre, calibre ohmx 10. Placez la pointe de touche positive de l'ohm-mètre sur l'anode, l'autre sur la cathode. La LED doit alors s'allumer. Figure 23A. L'aiguille du galvanomètre doit indiquer une valeur de résistance comprise entre 300 et 600 ohms. Il faut se rappeler que sur un contrôleur de type courant, en position ohm-mètre, la polarité positive de la pile utilisée pour cette mesure apparaît sur la borne appelée commun. En inversant les polarités aux bornes de la diode LED, vous constatez qu'elle ne s'allume pas et que le contrôleur indique une résistance infinie, figure 23b. Il n'est pas possible d'effectuer cet essai avec un contrôleur digital car le courant parcourant le circuit de l'ohm-mètre ne serait pas suffisant pour allumer la LED. Après vérification du bon fonctionnement des 8 diodes LED, vous pouvez procéder à leur montage. Prenez une diode LED et introduisez-la à l'emplacement prévu sur le circuit imprimé et repéré par le sigle L0, en vous reportant à la figure 24A pour un raccordement correct de ces deux bornes. Si les diodes que vous avez en votre possession ont sur leur connexion un épaulement d'arrêt, elles seront automatiquement positionnées à la distance correcte de 3 mm environ du circuit imprimé, comme illustré dans la figure 24b. Il est donc suffisant de les maintenir en place avec un doigt, puis de retourner le circuit et d'effectuer la soudure des deux bornes aux pastilles de cuivre correspondantes. Cependant, certaines LED peuvent être dépourvues d'épaulement sur leur connexion. Dans ce cas, maintenez celle-ci à 3 mm au-dessus du circuit, puis, côté cuivre, écartez légèrement leur connexion. Ainsi, vous pouvez retourner le circuit, la diode reste en place le temps d'effectuer ses soudures. Après cette opération, vous pouvez couper la partie en excès des connexions de la LED. Avant de passer au montage des suivantes, effectuez le contrôle de la première. Alimentez le circuit en reliant la pince crocodile du cordon rouge à la borne plus de la pile et la pince du cordon noir à la borne moins. Positionnez le contrôleur pour la mesure de courant continu sur le calibre supérieur à 25 mA en fin d'échelle. Posez la pointe de touche noire sur la borne moins de la pile et la pointe de touche rouge en contact avec la cathode de la diode LED, comme illustré figure 25. Ce contact établi, la LED s'allume et le galvanomètre doit indiquer un courant compris entre 10 et 15 mA.
Si la LED ne s'allume pas et que le contrôleur ne signale aucun passage de courant, vous devez vous assurer avant tout d'avoir identifié correctement les bornes d'anode et de cathode de la diode LED. Au cas où vous l'avez câblée à l'envers, il est nécessaire de la dessouder au moyen de la tresse appropriée et de la replacer correctement en portant une plus grande attention aux indications ainsi qu'aux figures citées. Par contre, si la LED ne s'allume toujours pas et que le contrôleur indique un courant compris entre 19 et 25 mA, il est probable que la pointe de touche rouge a été mise par erreur en contact avec l'anode au lieu de la cathode. Enfin, malgré tous ces contrôles, si vous n'obtenez pas l'éclairement de la LED, assurez-vous à nouveau de la présence d'une tension sur la borne inférieure de la résistance égale à celle de la pile, voire contrôle sous tension, paragraphe 3.2. Cette tension étant vérifiée, on peut supposer une défaillance de la diode. Dessoudez cette dernière et contrôlez-la à l'ohmmètre et éventuellement remplacez-la par une autre. Le contrôle de fonctionnement de la diode en place étant concluant, vous pouvez procéder au montage des 7 autres LED, figure 26. En suivant les instructions fournies précédemment, soudez les 7 LED restantes aux emplacements prévus sur le circuit imprimé et repérés par L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 en apportant toute l'attention nécessaire pour l'identification des cathodes. Enfin, vérifiez le fonctionnement de chacune d'elles ainsi que le courant absorbé en procédant de la même manière que pour la LED L0. Avec le contrôle de toutes les LED, se termine la première réalisation pratique. Dans la prochaine, vous continuerez le montage du simulateur en réalisant le circuit de commande à transistor de chacune des LED et vous effectuerez les premiers essais avec les circuits intégrés logiques. Au début de cette leçon, la relation entre la théorie et la pratique n'est pas évidente. Cependant, au fur et à mesure de la progression, les sujets vont se juxtaposer et s'enchaîner de chapitre en chapitre. Votre examen devra progresser dans le même ordre. Vous y trouverez aussi des informations et notices techniques sur les composants, les circuits intégrés, etc. Pour terminer cette leçon, le chapitre 5 récapitule les principaux systèmes de marquage des composants. 5. Marquage des éléments. Le repérage de la valeur des résistances et des condensateurs peut s'effectuer de plusieurs manières selon les constructeurs. 1. Résistance marquée en clair. Parfois, cette valeur figure de façon claire, de même que la tolérance, sans le recours à aucun code particulier, mais cela est très rare. Souvent, le symbole ohm est omis et on trouve seulement à côté ou en dessous du nombre les préfixes K ou M pour les grandes valeurs. Par exemple, un K 270, un M08, 9K00 signifie 1 kOhm, 270 ohms, 1,08 mégohm et 9 kOhm. Fréquemment, le symbole oméga est remplacé par la lettre R pour les valeurs inférieures à 1 kOhm. Si celle-ci est placée avant le nombre, cela indique une virgule précédée d'un zéro. Par exemple, les indications suivantes 4R5, 10R0, 900R, R30 indiquent des valeurs respectives de 4,5 ohms, 10 ohms, 900 ohms et 0,3 ohms. 2. Résistance marquée par le code à 4 couleurs et rappelez-vous que nous en avions déjà parlé dans les leçons d'électronique fondamentale et nous le reportons ici, figure 11. C'est le plus utilisé. Le tableau ci-dessous vous le rappelle. 3.
Résistance marquée par le code à 5 couleurs et nous reportons le même tableau déjà expliqué dans les leçons d'électronique fondamentale, figure 12. Il s'agit du même principe que pour le code précédent. Voyez le tableau ci-dessous. Voici un exemple de lecture avec ce code. Blanc, 9, noir, 0, noir, 0, jaune, x 10 000, marron, 1%, égale 9 mégohms, 1%. Orange, 3, blanc, 9, rouge, 2, or, x 0,1, rouge, 2%, égale 390 ohms à 2%. Jaune, 4, blanc, 9, blanc, 9, noir, x1, or, 5%, égale 499 ohms, 5%. 4. Condensateur marqué en clair. La valeur de la capacité, de la tension de travail et de la tolérance sont exprimées clairement sur le corps du condensateur. Mais bon nombre de constructeurs éliminent du marquage les unités de mesure et les zéros qui précèdent la virgule. Si le nombre qui exprime la capacité commence par un chiffre différent de 0, l'unité est le picofarad. Si ce nombre est suivi par la lettre minuscule N ou K, il s'agit de nanofarad. Si le nombre indiquant la capacité commence par un 0, une virgule ou un point, l'unité est le microfarad. Le point précédant le premier chiffre indique une virgule imaginaire précédée d'un 0. Exemple. 1000 à 10%, 630 égale 1000 picofarad, 10% 630 volts. Un N0 égale un nanofarad. 470 K égale 470 picofarad, 10%. 0,01 égale 0,01 microfarad égale 10 nanofarad. 100 M égale 100 picofarad, 20%. La première lettre majuscule qui suit le nombre indique la tolérance et la deuxième, si elle existe, est le coefficient de température. Les tolérances les plus courantes sur les condensateurs céramiques sont 2,5%, H, 5%, J, 10%, K, 15%, L et 20% M. Pour les condensateurs au polystyrène, on peut trouver en plus une bande colorée indiquant la tension selon la correspondance suivante: bleu égale 25 volts, jaune égale 63 volts, rouge égale 160 volts, noir égale 630 volts. Attention! Dans certains cas, le nombre indiquant la valeur de la capacité est écrit en code. Il s'agit alors toujours d'un nombre entier de 3 chiffres dont le dernier, à droite, est différent de 0. Les deux premiers sont les deux premiers chiffres significatifs et le troisième indique le nombre de zéros à rajouter pour obtenir la valeur de la capacité en picofarad. Exemple. 472 égale 4700 égale 4700 picofarad égale 4,7 nanofarad. 101 égale 10 0 égale 100 picofarad égale 0,1 nanofarad. 5. Condensateur marqué par le code des couleurs, figure 23. Ce code est similaire à celui utilisé pour les résistances. Le tableau ci-dessous vous permet d'en faire la lecture dont nous avions déjà expliqué dans les leçons d'électronique fondamentale. 6. Repérage des électrodes d'un élément actif. Le repérage des transistors peut se faire de différentes manières: un point de couleur, un ergot métallique, un méplat, etc. Les circuits intégrés sont également repérés par un évidemment situé sur le boîtier.
Pour les composants utilisés dans les montages pratiques, le brochage vous sera toujours donné. Merci pour votre écoute. À bientôt.